Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info en ce vendredi 24 octobre. Nous ouvrirons cette édition avec Lionel Galfré, le conseiller technique délégué au handicap évoquera la politique d'inclusion du gouvernement au lendemain du lancement d'une application qui promet de révolutionner le quotidien des personnes à mobilité réduite. Au programme également du sport avec le résumé du déplacement en Bulgarie de la Roca Team qui s'est soldé par une défaite, mais aussi les interviews d'avant-match en football avant la réception de Toulouse demain. Ce journal fera la part belle à la culture avec la soirée des 10 ans des Thursday Live Sessions. Une de nos équipes a également assisté au lancement de la saison du 40e anniversaire des ballets de Monte-Carlo. Grandiose, vous le verrez. Et nous vous proposerons enfin la visite de l'exposition Couleurs de mémoire, à travers laquelle le peintre Claude Gauthier nous emmène sur les traces des Grimaldi en France et en Italie. Mais avant de développer ces titres, quelques mots sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans laquelle est engagé Monaco. C'est encourageant. Ce 24 octobre, le GAFI a reconnu les nouveaux progrès accomplis par la principauté par l'adoption de son deuxième rapport de progrès. À l'intérieur, le gouvernement démontre notamment son effort au niveau du parquet général avec le recrutement de 3 magistrats et ses bons résultats en matière de saisie de biens soupçonnés de provenir d'activités criminelles. Monaco entend poursuivre sur cette voie pour sortir de la liste grise du GAFI dans les plus brefs délais. Le gouvernement continue d'agir pour l'inclusion des personnes handicapées en principauté. Vous l'avez découvert hier dans un reportage, une nouvelle application a été lancée pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Le conseiller technique délégué au handicap est avec nous. Bonsoir Lionel Galfré. Bonsoir. Et l'application StreetNav a été lancée officiellement hier en principauté. Elle permet aux personnes à mobilité réduite de se voir proposer un itinéraire sans obstacle ou adapté à leurs besoins. C'est une avancée attendue et qui est susceptible de changer le quotidien de nombreux usagers. Oui, c'est une avancée qu'on attendait. On a commencé à travailler sur ce projet il y a un peu plus d'1 an. Ce qu'on voulait, c'est une réalisation concrète qui soit utile dans le quotidien des gens qui sont à mobilité réduite. Et c'est l'aboutissement aujourd'hui et ce lancement d'un travail qui a mobilisé beaucoup de services, des services de l'administration, mais aussi des associations et bien sûr la société StreetNav. Et elle a été imaginée aussi avec les futurs usagers ? Bien sûr, au cœur de notre politique, comme nous l'avions annoncé quand on l'a lancé, au cœur de la politique que mène le gouvernement concernant le handicap, les usagers sont présents. Ce qu'on veut, c'est améliorer l'accessibilité de la principauté et travailler à construire une société inclusive avec au cœur de nos préoccupations les personnes concernées. Et dans ce cas précis, on a travaillé avec l'association monégasque des handicapés moteurs qui nous a aidés à faire remonter les informations pour rendre un produit qui corresponde le mieux possible à la fois au territoire et aux besoins des usagers. Parce qu'aujourd'hui, malgré les efforts faits, il est encore difficile de se déplacer et d'être autonome en ville. Quelles sont les principales difficultés ? Vous pouvez en témoigner ? Oui, je peux en témoigner. Les principales difficultés tiennent déjà à la nature de notre territoire. Monaco est un territoire très dense. Monaco est un territoire souvent en pente. La déclivité est importante et forte. Et Monaco est un territoire en perpétuelle évolution. Et donc on a un territoire vraiment difficile qui, malgré les aménagements des différents services de l'État, reste complexe, surtout pour les gens qui ne connaissent pas le territoire, avec des liaisons mécaniques. Donc il est important de pouvoir renseigner les gens sur l'itinéraire qui va leur permettre de se déplacer en tenant compte de leurs difficultés. Donc voilà, on va proposer plutôt un itinéraire avec ascenseur. Comment elle fonctionne en fait cette application ? Par exemple, si vous voulez, vous dites je suis dans le quartier de Fontvieille, je veux aller au casino par exemple, l'application va vous proposer un itinéraire qui va évidemment éviter les escaliers, éviter les pentes trop raides, éviter les endroits qui sont momentanément encombrés par des travaux par exemple, et va privilégier
des itinéraires accessibles plats ou avec des liaisons mécaniques, des ascenseurs, pour finalement essayer d'horizontaliser un territoire ou un trajet qui peut être vertical. Et donc cette application, elle est née dans le cadre de la politique Handipact, visant à favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qu'il reste encore à faire ? Alors ce qui a déjà été fait, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites sur la sensibilisation et sur l'explication. Aujourd'hui, pourquoi dans la société il est difficile de penser l'inclusion et pourquoi l'inclusion n'est pas une réalité ? Parce que le handicap n'est tout simplement pas présent dans les esprits. Et on a beaucoup travaillé sur la communication, sur expliquer ce qu'est le handicap. Et on continue, et ça va continuer encore pendant des années, pour que le handicap soit pris en compte. Ensuite, il y a des actions concrètes, comme la carte de priorité pour les personnes handicapées qui a été revue, comme des formations qui sont disponibles aujourd'hui pour l'ensemble des fonctionnaires, des agents de l'État, l'application Street Nav qui est lancée aujourd'hui, des évolutions sur la billetterie de l'AS Monaco par exemple, qui n'étaient pas adaptées aux personnes à mobilité réduite qui souhaiteraient voir des matchs de l'AS Monaco par exemple, des guides qui ont été faits sur l'accessibilité pour mettre les commerces en accessibilité et des actions qui vont venir auprès des commerçants dans les jours qui viennent, des campagnes d'accessibilité et aussi d'autres actions qui vont venir dans les toutes prochaines semaines que je ne dévoile pas encore mais qui vont voir le jour dans les prochaines semaines d'ici la fin d'année. On suivra de près. Merci beaucoup Lionel Gaffré d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le nom de l'application StreetNav. Merci beaucoup. Ouvrons une page sport à présent avec d'abord du basketball. 6e journée d'Euroleague hier soir avec un déplacement délicat pour les hommes de Vassilis Spanoulis à Sofia en Bulgarie pour affronter un des nouveaux venus dans la compétition, l'Hapoel Tel Aviv, premier ex-aequo au classement. Toujours aussi inconstante, la Roca Team s'incline 85-77. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion. 3 victoires, 3 défaites, voilà le bilan d'un début d'Euroleague mitigé pour la Roca Team qui alterne des prestations très convaincantes et d'autres assez insuffisantes. Jeudi soir, à Sofia en Bulgarie, Monaco a repris ses mauvaises habitudes face à l'Hapoel Tel Aviv avec une entame délicate pour la 4e fois en 6 matchs. Les joueurs de Spanoulis encaissent plus de 20 points dans le premier quart-temps. Monaco en prend même 27 jeudi soir lors des 10 premières minutes. L'Hapoel, 2e meilleure attaque d'Euroleague, va prendre 13 points d'avance dans le deuxième quart-temps avant que Diallo et James ne prennent les choses en main. 11 points au final pour l'ailier, 20 pour le meneur américain, mais Monaco est toujours derrière à la mi-temps, 44-34. La Roca Team recolle grâce à un autre duo, Theis Okobo, 16 points à eux deux sur les 29 marqués dans un troisième quart-temps en mode feu d'artifice offensif. Monaco est devant au score pour la première fois du match après 28 minutes. Mais dans le dernier quart-temps, Motley va faire des misères aux intérieurs monégasques, 17 points à 7 sur 8 au tir. Et Micic, l'ancien MVP de l'Euroleague, scelle la victoire sur ce tir à 3 points, 22 points pour le numéro 22. Victoire de l'Hapoel Tel Aviv face à une Roca Team trop irrégulière, 85-77. En football, l'AS Monaco reçoit Toulouse demain à 19h pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les Monégasques qui cherchent à confirmer leur solidité retrouvée depuis l'arrivée de leur nouveau coach. Sébastien Pocognoli s'est exprimé cet après-midi en conférence de presse sur les enjeux de ce match. Reportage de Lisa Fernandez-Martins et Jean-Alexandre Dordet. Depuis son arrivée, le nouveau technicien monégasque a tenté de remettre de l'ordre dans le jeu en changeant de système. Pocognoli compte 2 matchs nuls pour commencer son mandat, mais avec une intensité et une discipline qui semblent avoir remobilisé les joueurs. Face à Tottenham en Ligue des Champions, il y a 2 jours, le groupe a montré un vrai visage collectif et une efficacité défensive. L'entraîneur garde un léger goût amer, mais reste positif. Il y a un échange d'énergie entre les joueurs et le staff qui était très bon. Et après le match, oui, avec, comme je le dis, mon feeling était le même que les joueurs. Donc voilà, un mix de déception, mais un mix aussi d'espoir et de peut-être une nouvelle page qui se tourne pour cette saison.
L'heure est désormais à la confirmation en championnat et le coach s'est montré plutôt prudent sur la manière dont son groupe abordera cette rencontre. Je vais apprendre beaucoup de choses ce week-end parce qu'on est au lendemain d'un match, un surlendemain de match de Champions League, avec un retour à la réalité qui est la compétition française, et j'ai besoin d'avoir des réponses par rapport à ça, par rapport au fait que l'intensité ne varie pas en fonction qu'on joue en semaine ou le week-end. Dans le vestiaire, le groupe semble s'adapter depuis l'arrivée du coach et être en confiance pour aborder les prochains matchs. I'm feeling good, and I think that would be the same also for the players, because we did a good game against Angers. Was also not so bad. We have to work in the details to keep the clean sheet like we did on the game against Tottenham, and hopefully we can score tomorrow. When you compare now to the game against Tottenham, you see that we are making progress, and there's a lot of space for improvement. Cette rencontre signe donc une nouvelle étape dans la montée en puissance d'un groupe encore en construction, mais déjà bien aligné sur la philosophie de son entraîneur. Un match dont le coup d'envoi symbolique sera donné par Valérie Barilaro, présidente d'Écoute Cancer Réconfort, et Mylène, membre de l'association à laquelle le club monégasque apporte cette année son soutien à l'occasion d'Octobre Rose. De nombreuses autres actions en lien avec la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein sont prévues. Et puis un mot de tennis pour vous rappeler que demain, les cours du Monte Carlo Country Club seront le théâtre du Tennis Europe Junior Masters. Le tournoi qui réunit l'élite des jeunes joueurs et joueuses sera à suivre en direct à partir de 10h sur notre antenne. Il sera commenté par Christophe Paco, Laurent Orsini et Frédéric Elion. Les startups les plus dynamiques de Monaco étaient réunies à la FNAC hier soir. Le Startup Meeting organisé par la Jeune Chambre économique a permis aux 200 curieux qui se sont déplacés de découvrir des projets innovants et d'échanger avec les acteurs de l'écosystème entrepreneurial local. Les détails dans ce reportage de Christine Petit-Homel et Marie-Ève B. C'est au cœur de la FNAC au Métropole, exceptionnellement privatisée pour l'occasion, que s'est tenue hier soir la Startup Meeting, organisée par la Jeune Chambre économique de Monaco. Les rayons du magasin habituellement animés par les clients ont laissé place à un tout autre public, entrepreneurs, curieux et investisseurs, tous venus découvrir les projets les plus innovants du moment. On donne l'opportunité à des startups de présenter ce qu'ils font, la manière dont ils le souhaitent. L'idée, c'est « venez comme vous êtes ». Un petit peu comme le slogan de la FNAC. Et c'est pour ça que ça s'y prête très bien. Alors là, on a des startups qui sont à différents stades de développement de leur projet. Certains n'ont pas encore créé de structure, d'autres existent depuis déjà plusieurs années. L'objectif pour eux, c'est de présenter leur activité et également récupérer des avis, du feedback pour ceux qui n'ont pas encore lancé leurs produits. Véritable vitrine de la créativité locale, cet événement a donc permis à différentes startups de présenter leurs idées devant un public attentif et bienveillant, car ce Startup Meeting, c'est avant tout un tremplin. Son objectif, encourager les jeunes entrepreneurs à se lancer, à tester leurs idées et à créer des synergies ici, en Principauté. Ce soir, nous avons 15 startups présentes et nous attendons 200 personnes. La mission, c'est une mission de communication, de faire des contacts, de montrer ce qu'ils font, où ils en sont, et peut-être pourquoi pas créer aussi des partenariats entre ces différentes entités. On trouve de la complémentarité et être à la rencontre du public tout simplement. Parmi les projets présentés, une start-up spécialisée dans le sport a tout particulièrement attiré l'attention. On est 3 co-gérants, donc on a chacun notre spécialité. Par exemple, moi c'est le yoga. Mes associés, c'est le fitness, et en fait, on intervient, donc on fait des cours en entreprise. Donc moi, je me diversifie en allant chercher vraiment le calme chez les gens, en fait, c'est ça qui est super. Mes collègues, eux, ils sont là pour les booster un peu plus au niveau fitness et renforcement. Ça permet de nous faire connaître aussi, de rencontrer des gens aussi sur ce type d'événement. Et donc nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre aussi des directeurs de sociétés et on essaie de discuter avec eux pour justement travailler sur le projet de la qualité de vie au travail, d'être mieux dans le travail, mieux avec ses collaborateurs, et de suite, il y a un meilleur rendement derrière. Une soirée qui a une nouvelle fois confirmé le dynamisme et l'esprit d'innovation qui anime la jeune génération d'entrepreneurs.
C'est le rendez-vous mensuel depuis 10 ans maintenant, les Thursday Live Sessions, ces concerts gratuits du Grimaldi Forum qui mettent à l'honneur à chaque session un artiste émergent, ont fêté leur première décennie hier soir. Pour cet anniversaire, un hommage à Freddie Mercury a été rendu avec Visions of Queen. Le leader du groupe est au micro de Fabien Bonilla. Alors, comment ça a commencé ? On avait un répertoire plus large que ça. Et il y a un producteur qui est venu, plus large, mais on avait quand même beaucoup de Queen, parce qu'on aime ça. Et il y a un producteur qui nous a vus et a dit vous n'avez jamais pensé à monter un tribut de Queen ? Et l'idée, elle est restée dans notre tête pendant 1 an à peu près. Et après, on a commencé et on a vu que ça marchait. Et du coup, on a dit, bon, allez, on fait un concert hommage à Queen. Et c'est vrai que c'est des chansons qui ont bien vieilli quelque part. Oui, elles sont... ça envoie. Ça envoie, c'est fédérateur, voilà, c'est beau. Émotion à la salle Garnier de l'Opéra hier soir avec 2 propositions des ballets de Monte-Carlo. See You, la nouvelle création de Paul Lightfoot, et Hermann Schmermann, un ballet contemporain chorégraphié par le célèbre William Forsythe. Ce premier spectacle de la saison du 40e anniversaire nous est raconté par José Sacré sur les images de Massimo Piantoni. Le premier spectacle donné dans le cadre du 40e anniversaire de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo est à l'image de ce qu'a toujours voulu Jean-Christophe Maillot, mêler dans ses programmes des créations et des œuvres emblématiques de grands chorégraphes comme Hermann Schmermann de William Forsythe. C'est une pièce à l'écriture pure où les gens qui connaissent la danse vont se rendre compte à quel point ce chorégraphe a créé une bascule temporelle dans le monde de la danse qui fait qu'il y a eu avant et après ce type de travail qui a complètement bouleversé les codes de la danse académique et puis qui met en valeur aussi la grande qualité technique des danseurs parce que c'est une pièce d'une virtuosité et d'une difficulté absolument phénoménale. La création, c'est See You de Paul Lightfoot avec la participation en direct de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'est une très très jolie pièce avec une écriture aussi très fine. C'est vraiment une ode ce soir à l'écriture chorégraphique. Je veux dire, ceux qui aiment la chorégraphie pour l'écriture des corps, c'est-à-dire vraiment le mouvement et la capacité que le mouvement a à créer une émotion. Alors c'est vraiment un programme pour eux qui met merveilleusement en avant, encore une fois, la qualité des danseurs et qui vraiment montre les possibilités du corps dans leurs extrêmes. I know your face so well. Paul Lightfoot, comment avez-vous imaginé cette pièce See You ? Je laisse toujours le titre très ouvert parce que je n'ai pas un narratif vraiment. Pour moi, c'est une narrative émotionnelle et ça construit pendant la création. Alors, jusque j'arrive à la première, je ne suis pas sûr non plus. Alors, mettre un titre, je toujours prends beaucoup d'attention comment je vais le faire. Mais See You, c'est clair, c'est simple. 2 mots qui les deux, pour moi, c'est mélancolique et positif en même temps. Ça fait 1 an que j'avais l'invitation, alors c'était dans ma tête. La musique très importante, bien sûr. J'avais choisi, comme vous savez, 2 compositeurs très différents, très importants. Ça, c'est Max Richter, que c'est chouette qu'on fait avec la musique en vivant ici. Et aussi les chansons de Kate Bush. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Cet mélange, déjà, il a commencé une odyssée exceptionnelle, on peut dire, pour moi. Mais la pièce, oui, j'avais beaucoup d'idées. C'est normal pour moi, je suis un peu hyperactif, quoi. J'ai plein de choses dans ma tête et c'est plus une question de qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je n'ai pas besoin. Alors, chaque fois que j'arrive à un moment, je vois qu'est-ce que j'avais pensé, je le garde. Non. Sûrement, c'était un inoubliable moment pour moi de faire quelque chose comme ça avec un nouveau tribu, nouveau famille. Surtout, j'adore cette maison, j'avais dit déjà 1000 fois, mais
tu sais, j'avais travaillé autour du monde, à Bolshoi, à Varesopla, jusqu'à ma propre compagnie, Netherlands Dance Theatre. Et c'est loin de ça qu'il y a ici. C'est une oase pour le monde de la danse. Parce que la maison est vraiment savent travailler à la créativité. Un spectacle à voir absolument, Hermann Sperman de William Forsythe et See You de Paul Lightfoot jusqu'au dimanche 26 octobre à la salle Garnier. Au même moment, de son côté, la Comédie Française a fait vibrer le public du Grimaldi Forum. Invitée par le théâtre Princesse Grace, la célèbre troupe a présenté l'un des plus grands classiques du répertoire français, Bérénice de Jean Racine. Dans les rôles principaux, Jérémy Lopez incarne Titus, aux côtés de Souliane Brahim dans la peau de Bérénice. Les comédiens sont au micro de Lisa Fernandez-Martins et Massimo Piantoni. Il va sur tant d'états couronner Bérénice, pour joindre à plus de noms le nom d'impératrice. Il m'en viendra lui-même assurer en ce lieu. Et je viens donc vous dire un éternel adieu. C'est important de jouer des textes anciens. C'est des sentiments nobles. On se rend compte aussi que c'est des sentiments qui ne s'arrêtent jamais. C'est des gens qui ont vécu à une certaine époque et qui peuvent vivre encore maintenant. C'est des sentiments intemporels et qui sont les mêmes de génération en génération, d'époque en époque. On a une mission, on se sent obligé de quelque chose quand on est à la Comédie Française. C'est de jouer une langue comme ça dans des villes déjà, même en France, mais dans d'autres pays, dans d'autres lieux qui ont une culture, une histoire différente. C'est quelque chose d'important pour nous. On est à la fois l'héritage de toute une histoire, donc de mises en scène qui ont déjà eu lieu, d'acteurs qui ont déjà joué certains rôles. Par exemple, Bérénice a déjà été joué par des grands sociétaires de la Comédie Française. Et en même temps, le fait que la troupe se change tout le temps, on peut aussi, de manière personnelle, raconter ces histoires. Alors, je dis pas que du coup, à chaque fois, ce sont des nouvelles histoires, mais de fait, la manière dont nous, on va les raconter, ça va être différent parce qu'on est une génération, la génération qui arrive après une autre. Nous, on est très heureux, depuis le début de cette tournée, justement, de venir avec ce texte de Jean Racine. Donc, on est très content d'être arrivé jusqu'à Monaco. Jusqu'ici, je crois que le plaisir est partagé avec les spectateurs de jouer cette pièce, justement, loin de chez nous, et de faire découvrir aux spectateurs ces alexandrins, ce vers racinien et cette histoire entre Bérénice et Titus. Son vernissage avait lieu hier soir, vous le voyez sur ces images. L'exposition Couleurs de mémoire de Claude Gauthier est à découvrir à la Maison de France jusqu'au 10 décembre. Si le peintre monégasque, ancien policier de la sûreté publique, est célèbre pour ses paysages colorés, il retrace ici l'histoire de la principauté en mettant en lumière les fiefs des Grimaldi en France et en Italie. Alban Gingembre et Alexandra Paolini. Monégasque et fier de l'être, Claude Gauthier met la principauté à l'honneur à travers son coup de pinceau. Ici, une sélection d'œuvres issues de sa large collection. Monteverde, Lamé, Menton, ces peintures représentent les fiefs historiques des Grimaldi. Je transmets quelque chose et je crois que c'est ça l'essentiel. J'enrichis la culture monégasque et ça c'est important. Pour Monaco, et j'estime même, comme je vous dis, comme je voyage beaucoup à l'étranger, j'apporte un peu de notre culture. En 1972, la princesse Grace Kelly m'a acheté un tableau sans savoir que je faisais partie de la sûreté. Et automatiquement, donc, ça fait un peu boule de neige. Des paysages colorés, des détails minutieusement travaillés. Chaque peinture nécessite en moyenne 50 heures de travail. J'observe beaucoup les choses, donc je les traduis par mon travail et par mon dessin. Au départ, je fais des croquis, je vais sur place, je fais plusieurs coquilles, et après je transfère mon dessin sur ma toile et je peins. Couleurs de mémoire, c'est une exposition polychrome qui laisse une trace de Monaco, des œuvres visibles jusqu'au 10 décembre à la Maison de France. Et on vous accueille du lundi au jeudi de 9h à 17h ainsi que le vendredi de 9h à 16h. Ce journal touche à sa fin et nous le clôturons avec les photos des 10 ans des Thursday Live Sessions, un anniversaire immortalisé par Charlie Gallo hier soir. À suivre les prévisions météo de Christinda Petit-Homel et puis votre après-JT. Rendez-vous incontournable du vendredi. A tout de suite.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Demain, le beau temps dominera dans l'ensemble. Quelques passages nuageux possibles en matinée, mais le soleil s'imposera rapidement au fil de la journée. Les températures seront agréables, entre 14 degrés le matin et 21 degrés l'après-midi. Et puis sinon, nous fêterons les Crépins. Alors, petite anecdote, Saint Crépin était le saint patron des cordonniers, mais il a aussi inspiré une célèbre tirade de Shakespeare. Dans Henri V, le roi galvanise ses troupes avant la bataille d'Azincourt en évoquant la journée de Saint Crépin, devenue depuis un symbole de courage et d'unité. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.